Bonjour, vous le savez, pour nous regarder et nous lire tous les jours, l'audiovisuel public est attaqué de toutes parts. Attaque quotidienne de l'extrême droite médiatique et politique qui appelle à sa privatisation, commission d'enquête sur la neutralité du service public, c'est son nom, se transformant en procès d'inquisition mal préparé, budget de l'audiovisuel public raboté alors que les opposants crient à la gabegie financière, projet de réforme de l'audiovisuel public vu comme une manière de mettre au pas. Mais dans le même temps, l'audiovisuel public est le théâtre de plusieurs dérives éditoriales, notamment d'une organisation du travail qui maltraite et d'un cadrage du débat politique qui pose parfois question. Avec une interrogation qui revient souvent parmi les défenseurs de l'audiovisuel public consternés par ces dérives, si c'est pour faire comme le privé, à quoi bon sauver cet audiovisuel public-là? Ce sera donc notre question du jour. Faut-il sauver cet audiovisuel public? Pour y répondre, nous recevons deux journalistes, l'un directement concerné par la situation. Antoine Chusville, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction nationale de France Télévisions et vous avez une parole libre puisque vous êtes délégué SNJ, donc pour France Télévisions. Absolument. Merci. Délégué syndical. De votre présence. Et un autre journaliste qui, lui, observe également, comme nous, les médias et les analyses. Younes Abzouz, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, en charge des médias. Merci de votre présence. Alors, les attaques, je le disais, de l'audiovisuel public sont devenues quotidiennes, un business même, à moindre frais, auquel s'adonnent les antennes Bolloré, on le sait, et ses soutiens aussi sur tous les canaux. Regardez. France Télévisions est gérée en dépit du bon sens. Le niveau des salaires y est très élevé, plus de 70 000 euros par an, donc le salaire moyen, vous vous rendez compte. C'est une espèce de gigantesque bateau ivre qui, chaque année, perd davantage d'argent, en coûte de plus en plus, et il y a quelque chose qui ne va pas parce que le système, il est hors de contrôle. Ça ajoute en moyenne 12 semaines de congés payés, 14 pour Radio France. 14 semaines. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est journaliste à France Inter, et ta maman, elle travaille pas non plus. C'est formidable. Sans compter les placards. Hein. Et tout ça coûte 4 milliards. Oui, mais... 4 milliards. Vous parlez de service public. Qu'est-ce qu'un service public? Un commissariat? Une armée? Une école? Quand on cite notre système de santé, tout ça tombe en ruine à peu près, ou en tout cas tous les Français se demandent pourquoi ils payent autant pour recevoir si peu. Et à côté, voilà qu'on a l'argent et les moyens pour financer Fort Boyard, pour payer les salaires et j'adore Fort Boyard, pour financer le salaire de Madame Élise Lucet, de Madame Delphine Ernotte. Ça coûte 4 milliards. Hein. C'est une plainte idéologique. Quand Madame Ernotte attaque CNews, attaque Europe 1, c'est idéologique, mais ce n'est pas son rôle. C'est une machine de propagande. Excusez-moi, quand il y a des documentaires ou des émissions, que ça soit sur tous les sujets de l'immigration jusqu'aux relations internationales, etc., le service public fait de la propagande. Alors Antoine, ça m'intéresse de savoir un peu dans la rédaction nationale à France Télévisions, à France Télévisions en général, comment on réagit quand on entend ça? Parce qu'il suffit juste d'allumer la radio, la télé, au bout de quelques minutes, on y arrive toujours à ce genre de propos. On réagit mal, évidemment, puisque c'est notre travail qui est attaqué, mais au-delà de notre travail, ce sont l'ensemble des salariés de l'audiovisuel public qui sont attaqués en réalité. Hein. On a beaucoup parlé, là, on vient d'entendre parler de Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, d'Élise Lucet, qui est une de nos présentatrices emblématiques, mais quand les attaques vont aussi beaucoup plus loin. C'est l'ensemble des salariés, ils sont trop payés, ils ont trop de congés, c'est une machine de propagande, donc ça voudrait dire que nous, on est au service d'une machine de propagande, donc on tromperait les Français. Donc ces accusations, elles sont extrêmement graves. Alors on essaie de les prendre avec un petit peu de recul aujourd'hui parce qu'elles sont quotidiennes. Donc pour pas devenir fou, il faut quand même essayer de les analyser un peu et surtout d'essayer de construire un discours beaucoup plus posé, beaucoup plus étayé que celui qu'on vient d'entendre. Parce que là, ce qu'on vient d'entendre, les conséquences sur les salariés sont sérieuses et les conséquences sur l'audiovisuel public pourraient être très graves de ce discours-là. Mais en réalité, le fond du discours n'est pas très sérieux, n'est pas très étayé. On peut y revenir en détail si vous voulez, mais tout cela, ce sont des attaques qui, en réalité, sont pas construites sur des éléments très solides. Quand vous dites les attaques sur les salariés de France Télévisions sont sérieuses, peuvent être graves, concrètement, c'est quoi l'impact ?
C'est à différents niveaux. Il y a la menace de privatisation de l'audiovisuel public. Ce que ça veut dire, c'est une menace à court terme. Donc c'est le Rassemblement national, notamment. C'est pas le seul mouvement politique, mais qui plaide pour une privatisation de l'audiovisuel public. Ça veut dire pour les salariés, pour les milliers de salariés de l'audiovisuel public, la forte probabilité d'être vendu à la découpe, peut-être licencié. Donc voilà, il y a une angoisse sur notre emploi à moyen terme. Et puis à court terme, ces attaques-là, elles sont tellement répétées, martelées, systématiques qu'elles instaurent une petite musique qui peut nous faire culpabiliser sur la manière dont on travaille. Donc on va s'interroger sur notre méthodologie, sur nos choix, etc. Quitte à les orienter du coup pour aller plutôt dans ce sens-là, ou en tout cas de se dire, bon, il faut aussi répondre peut-être politiquement à ce qui nous est reproché. En tout cas, il y a une hyper-vigilance depuis quelques années dans les rédactions. Ça, j'en suis très conscient, parce que parfois même, quand je suis en reportage ou en salle de montage, ce sont des réflexions qu'on peut avoir entre nous. Attention à... Voilà, attention à quoi ? Attention aux mots qu'on va employer. Attention, moi j'ai déjà eu, en salle de montage, je suis reporter, je termine un reportage, mon rédacteur en chef vient, je traitais de l'immigration, et en plaisantant, il dit attention, ne va pas trop loin là-dessus, sinon CNews va nous tomber dessus. Bon, c'était une plaisanterie, mais ça veut bien dire, ça c'est quelque chose qu'on ne disait pas il y a 10 ans. Donc ça veut bien dire quelque chose on a conscience on est dans une guerre, en fait, on nous a déclaré la guerre. Voilà, une partie des mouvements politiques en France nous ont déclaré la guerre, veulent nous faire disparaître, veulent supprimer l'audiovisuel public et le privatiser. Donc quand on est victime d'une offensive aussi brutale, forcément, on réagit mal, oui. Et donc ça provoque des doutes, du stress, de l'anxiété, un malaise. Et en même temps, elles sont tous azimuts, ces attaques. Elles viennent de partout, parce que là, on voit Éric Zemmour, on voit Sarah Knafo, mais en réalité, c'est quand même bien plus large aujourd'hui, y compris chez des Républicains. Et donc aussi sur tous les canaux. On a vu CNews, mais on voit aussi sur BFM Télé, puis sur d'autres, puisque ces gens-là ont aussi les antennes pour pouvoir s'exprimer. Vous dites, on répond, mais quand on vous attaque sur les salaires, sur les congés payés, qu'est-ce que vous, en tant que journaliste, êtes capable de faire, et de quelle manière, et où, dans quel espace vous pouvez répondre ? Il nous faut du temps, comme souvent. Comme souvent, c'est beaucoup plus long de démonter un discours qui est construit sur des a priori. En gros, dans le service public, les gens seraient tous très bien payés, auraient beaucoup de congés. Aucun problème. Comparons les grilles de salaire à France Télévisions et à TF1, qui est notre principal concurrent. Comparons le nombre de semaines de congés des journalistes de France Télévisions avec ce qui se pratique dans la presse quotidienne nationale, dans la presse quotidienne régionale. Il n'y a pas de problème. Je suis très très à l'aise là-dessus. Oui, mais le faire. C'est compliqué parce qu'on n'a pas, nous, évidemment, l'espace en tant que journaliste. On va pas coopter notre antenne pour nous défendre systématiquement, même si je pense qu'on pourrait le faire de temps en temps. Et pourquoi pas ? C'est compliqué. Je sais que France Inter a organisé des émissions, des débats sur l'audiovisuel public où il y avait la possibilité de porter ces messages-là. C'est plus compliqué à la télévision. Il y a un médiateur, par exemple. Il y a un médiateur, c'est vrai. Est-ce que ça ne pourrait pas être ce rôle-là ? Oui, et de manière générale, comme l'audiovisuel public, en ce moment, il y a une commission d'enquête, on voit bien que c'est un sujet politique majeur. Pourquoi on ne traiterait pas d'un sujet politique majeur sur les antennes de France Télévisions ? Même si on est bien conscient que c'est compliqué, parce que ça nous concerne directement. Mais on est réticent à le faire à France Télévisions. Je pense qu'il faudrait oser le faire, donner la parole à tout le monde, à tous les mouvements politiques, et aussi aux salariés qui sont les premiers concernés. Quand on parle d'une administration, d'une entreprise, quand on fait des reportages sur une administration, une entreprise, on donne la parole aux salariés. Il faudrait peut-être donner la parole aux salariés aussi. Mais honnêtement, c'est vrai qu'on est aussi... c'est délicat, cet exercice-là. Mais quand vous dites on est réticent, ça veut dire que même, par exemple, pour la commission d'enquête qui a lieu en ce moment sur la neutralité du service public, c'est comme ça qu'elle s'appelle, oui. Vous êtes réticent aussi à en parler sur les antennes de France Télé ? Alors ça a été un peu fait, ouais. Ça a été un peu fait, mais globalement, peut-être pas autant que pour d'autres commissions d'enquête, et pour une raison assez simple, c'est que contrairement à ce qui peut être parfois dit sur les antennes qu'on vient d'entendre, les journalistes du service public parlent très peu d'eux-mêmes sur les antennes du service public. On est un peu réticent à le faire. C'est pas parce qu'on en a honte du tout, mais c'est parce qu'on n'a pas envie que notre situation personnelle prenne trop de place dans nos journaux télévisés ou dans nos magazines. Ah oui, non, mais ça amène quand même à une situation compliquée, c'est-à-dire que... On est en
déséquilibre. Voilà, et puis notre travail, c'est quand même surtout de parler des autres. Oui. Et là, évidemment, on vous amène à parler de vous. Younes Abzouz, on parle de cette commission d'enquête parlementaire. On l'a évoqué, elle continue d'ailleurs ses travaux. Elle a été créée en octobre dernier. Là, on voit, il y a Delphine Ernotte qui vient d'être entendue. C'était ce mercredi 10 décembre, donc devant cette commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qui est présidée par un député Horizon. Le rapporteur est un député ciotiste. C'est quoi la finalité de cette commission d'enquête? À quoi elle sert? Ouais, ce qui est intéressant, c'est d'en revenir un peu aussi à la genèse de cette commission d'enquête. En fait, il faut comprendre aujourd'hui que l'ampleur des attaques est telle, enfin, les attaques qui viennent de l'extrême droite sont telles qu'aujourd'hui, en fait, l'audiovisuel public, c'est un peu un moyen à peu de frais pour l'extrême droite de lever les foules. Quand on va dans les meetings, les deux sujets qui sont les plus applaudis, ou du moins les deux administrations, instances qui sont les deux qui sont les plus huées, c'est donc voilà l'immigration évidemment et l'audiovisuel public. Et faut savoir que le parti d'Éric Ciotti avait la possibilité soit de lancer une commission d'enquête sur l'immigration, soit sur l'audiovisuel public, enfin l'immigration qui est quand même un sujet majeur pour l'extrême droite. Ils ont fait le choix, et c'est pas peu de choses de le dire, ils ont fait le choix de consacrer leur travail d'enquête à l'audiovisuel public. Ça c'est intéressant, hein, parce que du coup, à choisir entre le thème majeur de l'extrême droite partout dans le monde, ils ont plutôt choisi l'audiovisuel que l'immigration. Ça c'est hyper intéressant. C'est ça, parce qu'en fait, pour eux, ils ont compris, je pense, que médiatiquement, il y avait... Et on le comprend aujourd'hui, en fait, la commission d'enquête, il y a davantage un enjeu de mise en scène, de mettre en scène un espèce de combat idéologique. Et c'est probablement plus simple de le faire face à des figures relativement connues du grand public comme Delphine Ernotte, Patrick Cohen, les patrons de l'audiovisuel public, que face à des fonctionnaires qui seraient questionnés sur l'immigration. Et en fait, on le comprend bien, en fait, cette commission d'enquête, elle a cet enjeu-là, c'est de visibiliser le combat de l'extrême droite contre l'audiovisuel public et de le mettre en scène. Oui, et surtout quand effectivement les journalistes ont du mal à se positionner, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on ne répond pas? Là, visiblement, on ne répond pas beaucoup et donc du coup, j'imagine qu'ils surinvestissent aussi cet espace rendu libre. Alors, du coup, Delphine Ernotte, elle a un peu bougé, la présidente de France Télévisions, puisque en septembre dernier, elle a donné une interview au Monde et le titre est assez révélateur. La galaxie médiatique de Vincent Bolloré veut la peau de l'audiovisuel public. Elle y affirme, je la cite, donc ouvrez les guillemets, la galaxie médiatique de Vincent Bolloré veut la peau de l'audiovisuel, réclame sa privatisation et l'exprime avec violence. À un moment, il faut dire stop. On a besoin de toutes les bonnes volontés républicaines de ce pays pour s'élever contre cette violence verbale de nature presque politique. Et puis elle dit également, il faut admettre que CNews est un média d'opinion, qu'ils assument d'être une chaîne d'extrême droite. Et c'est un propos qu'elle a ensuite réitéré. C'était le 26 septembre dernier sur l'antenne de RTL. Ça fait 4 ans. D'accord ? Ça fait 4 ans que CNews tape sur le service public, matin, midi et soir. Ça fait 4 ans qu'on met des journalistes du service public à l'affiche sur CNews. Moi, je suis là aujourd'hui pour défendre le travail de cette maison France Télévisions, des journalistes, et redire... Mais est-ce que c'est le cas ? Est-ce que finalement, au-delà de ce que dit CNews, peu importe que ça soit CNews qui le dit, on y vient après, est-ce qu'il y a une impartialité sur le service public ? Est-ce que toute la diversité des opinions est représentée ? Et pas simplement par les invités, parce que chez CNews aussi, ils sont représentés, les invités, par les éditorialistes. Est-ce que c'est le cas ? Oui, la diversité des opinions est représentée, et d'ailleurs la meilleure preuve, Marc-Olivier Fogiel, c'est que tout le monde nous regarde. On n'exclut personne. Et vos attaques en riposte à CNews, quand vous dites que c'est une chaîne d'opinion et d'extrême droite, vous n'allez pas trop loin ? Écoutez, moi j'assume ce que je dis. Comme je vous le disais, ça fait 4 ans qu'on se fait taper dessus matin, midi et soir, d'accord ? En France, il se trouve qu'on a une presse d'opinion. Et je trouve ça très bien. Il y a des journaux de gauche, il y a des journaux de droite, voilà. Il se trouve que je considère, et je ne suis pas la seule, que CNews est une chaîne d'opinion. Est-ce que ça me pose problème ? Non. Vous êtes allé plus loin, vous dites que c'est une chaîne d'extrême droite. Ça ne me pose pas de problème. Je dis juste qu'il ne faut pas avancer masqué. C'est tout ce Donc vous redites ce matin sur RTL, CNews est une chaîne d'extrême droite. J'assume tout ce que j'ai dit. Donc une chaîne d'extrême droite. J'assume tout ce que j'ai dit, Marco. Et est-ce que c'est la place, est-ce que c'est J'ai un peu renvoyé... Est-ce qu'une présidente devrait dire ça ? Écoutez, j'ai renvoyé... Une présidente du service public. Est-ce que ça vous place pas, de fait, à gauche, en dénonçant une chaîne d'extrême droite ?
Je vois pas pourquoi, mais bon, vous savez, ça fait, je vous disais que ça faisait 4 ans qu'on se fait taper dessus. Les dernières semaines, dites-vous bien quand même que le service public sur CNews a été plus discuté que la nomination du nouveau Premier ministre. Donc, c'est vous dire quand même. Donc, moi, je suis là pour défendre mes journalistes. Quand vous l'avez entendu, Antoine Chusville, vous vous êtes dit enfin ou pas? On s'est exactement dit ça, Ouais. parce que quand elle dit ça fait 4 ans, en fait, oui, ça fait vrai que ça fait 4 ans, voire peut-être même plus, que certains médias détenus par des milliardaires tapent très très fort sur l'audiovisuel public, le dénigrent, veulent sa peau. Et nous, ça fait quasiment 4 ans qu'on demande aussi à notre direction, à la direction de France Télévisions, de défendre ses salariés et de publiquement, effectivement, prendre notre défense. Parce que là, on parle de CNews, mais on pourrait parler il y a plusieurs années des attaques de Cyril Hanouna sur C8, des attaques qui ont été très violentes contre l'audiovisuel public, contre certaines émissions, contre certains salariés en particulier, contre certains journalistes, certains présentateurs. Et à l'époque, nous, en interne, on a demandé à plusieurs reprises à Delphine Ernotte de nous défendre, de prendre la parole. Est-ce que vous diriez que c'est trop tard? C'est tard. Trop tard, j'espère pas. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est tard, oui. On aurait aimé que ce soit avant. On pense que... Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, qui fait que ce soit trop tard? Enfin, tard. Il y a eu... Il faudrait lui demander, mais je pense qu'elle a sous-estimé, probablement, en tout cas la direction a sous-estimé le tsunami d'attaques que subit France Télévisions. Comment on peut sous-estimer les attaques sur France Télévisions quand, encore une fois, il suffit d'allumer la télé et la radio pour les entendre relayer tous les jours? Je vais essayer de l'expliquer. Et pas de langue de bois. Non, pas de langue de bois. Non, mais nous, il y a des procès-verbaux de réunion. On exige, il y a 2-3 ans, de notre présidente qu'elle réplique comme elle l'a fait au mois de septembre. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis le premier à dire que ça arrive tard. Pourquoi ça arrive tard? J'essaie de l'expliquer. Parce que malgré tout, même si l'audiovisuel public est attaqué, entre guillemets, on va dire, depuis toujours, on a pu croire à un moment, pas nous, hein, mais une partie de France Télévisions, peut-être une partie aussi du mouvement politique, que ça allait rester limité, marginalisé à certains médias et à l'extrême droite au niveau politique. En réalité, on voit bien, vous l'avez dit en début d'émission, que c'est beaucoup plus large que ça. Quand il y a eu le rapport sur la Cour des comptes, ce ne sont pas des médias d'extrême droite qui ont attaqué très violemment France Télévisions et de manière très injuste. Ce sont des journaux comme Le Parisien, par exemple, dans un éditorial. Et je ne parle pas des journalistes du Parisien, je parle de l'éditorial du Parisien ce jour-là. Un éditorial du Figaro aussi. Donc là, on n'est pas sur Valeurs Actuelles ou CNews ou des médias qui nous ont habitués à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en train de s'étendre. Le Figaro, ça a peut-être un peu bougé et c'est extrême droitisé ces dernières années. J'imagine que Younes Ablouz mais c'est beaucoup plus large que ça. En fait, ce discours se répand dans d'autres médias, bien au-delà des médias extrémistes, entre guillemets, se répand dans d'autres chaînes, sur d'autres radios. Il est en train de se normaliser. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait urgence à intervenir. Ouais, je veux dire aussi, c'est d'autant plus tard qu'entre-temps, ça a pris 4 ans, effectivement, et ça a eu des conséquences parfois dramatiques. Bon, quand ça cible des figures d'antenne connues, ou même la direction de France Télévisions, Delphine Ernotte, Stéphane Sidbon-Gomez, on peut considérer que c'est moins grave, parce qu'ils ont une carapace, bon, ils sont habitués aux critiques. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Mais dans des cas plus graves, moi j'ai le souvenir qu'on avait fait à Mediapart un article où on racontait un peu la manière dont Pascal Praud avait l'habitude de cibler des journalistes inconnus du grand public, de leur mettre une cible dans le dos, et parfois ça a des conséquences dramatiques. Par exemple, un journaliste, c'était le directeur de France 3, d'une antenne de France 3, Une antenne locale Une antenne locale de France 3 qui avait en gros refusé, parce qu'il trouvait que c'était pas suffisamment qualitatif, de diffuser un documentaire sur Jeanne d'Arc. CNews s'en était fait l'écho. De manière très répétée et de manière très volontaire, Pascal Praud avait répété son nom à l'antenne. La conséquence, c'est que ce monsieur, il a été la cible de menaces de mort et parfois même des courriers qui ont été adressés à son adresse postale, à son adresse privée, où il a reçu des courriers lui indiquant que voilà, c'est sale gauchiste, on va te crever. Et même des appels téléphoniques. Et évidemment, il a été un temps placé sous protection policière. Sa famille, sa femme, ses enfants étaient très inquiets de la situation. Donc voilà, je veux dire, ça a des conséquences concrètes. Et c'est pour ça que c'est effectivement quand même très tard. Antoine Chusville, et ça, ce genre de situation-là,
vous l'avez vu, recensé dans d'autres endroits du groupe France Télévisions partout en France ou dans les Outre-mer. C'est quelque chose qui existe réellement et pas juste isolé sur ce cas-là précis? Non, bien sûr. Alors, je connais très bien ce cas-là. Je connais le journaliste en question et je travaille avec lui pendant des années. C'est effectivement très grave. Mais cette intention de nuire, parce que tu as tout à fait raison de rappeler ça. On est au-delà du débat naturel sur est-ce que France Télé fait bien son travail, est-ce que c'est de qualité, telle chaîne, est-ce qu'il faudrait plus de ci, plus de ça. Ce qui est un débat tout à fait normal et c'est logique que l'audiovisuel public rende des comptes. Mais là, on est au-delà de ça. On est sur du dénigrement systématique, des inexactitudes, avec une intention de nuire. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Ça, c'est des menaces de mort. Oui, des menaces de mort, bien sûr. Qu'est-ce que fait, par exemple, oui, le groupe? mais là, je parle pas des... Comment dire ce sont les médias qui génèrent peut-être probablement ces menaces, où là on peut estimer qu'il y a une intention de nuire. Et ça c'est très grave, parce que c'est une faute déontologique d'abord majeure pour un journaliste. On ne doit pas avoir d'intention de nuire quand on travaille, quand on est journaliste. Et c'est ce que moi je ressens, c'est cette volonté de nous faire mal, de nous détruire, et d'être excessif pour nous faire mal. C'est ce que je ressens quand je regarde ces émissions-là. Et ça ne s'arrête pas à un ou deux directeurs. Et c'est même parfois en reportage. En reportage, on peut se faire insulter, agresser, menacer, parce qu'il y a un discours sur l'audiovisuel public qui est matraqué. Une partie de la population entend ça à longueur de journée et commence à nous en vouloir. Qu'est-ce que met en place l'entreprise publique pour vous protéger ? Alors c'est nouveau, hein, ça pour nous, par exemple moi quand j'ai débuté, il y a quand même longtemps maintenant, mais on n'avait pas d'agents de sécurité qui étaient avec nous dans certaines manifestations ou dans certains reportages. Et c'est pas naturel d'ailleurs pour nous de partir en reportage avec une équipe de sécurité pour surveiller si on ne va pas se faire agresser, si on ne va pas nous envoyer quelque chose à la tête, etc. Donc, c'est pas pour minimiser, mais c'est vrai que c'est le cas aussi pour plein d'autres médias. Privés, tout à fait. Privés, publics, etc. Je minimise pas évidemment. Notamment la plupart des chaînes d'infos en continu subissent ça, mais on y fait face aussi dans l'audiovisuel public. Il y a un peu de sécurité sur certains reportages où on va considérer qu'il y a un risque qu'on se fasse agresser, mais de manière générale, on est un peu sidéré. Je pense que ça explique aussi le fait que la direction ait tardé à réagir. Il y a eu une forme de sidération face à ces attaques-là qui sont inédites. Jamais l'audiovisuel public, dans son histoire, n'avait été attaqué de cette manière, avec cette violence-là, avec cette agressivité-là. Donc on est un peu démunis. Il faut qu'on cherche les moyens de réagir et de nous protéger. Dans l'interview au Monde, Delphine Ernotte demandait du soutien. Elle dit « On a besoin de toutes les bonnes volontés républicaines de ce pays pour s'élever contre la violence verbale de nature presque politique. » Et en fait, ce soutien-là, il est presque jamais arrivé, non, Younes Abzouz ? Ouais, effectivement, il y a très peu de politiques aujourd'hui, à part quelques... personnalités assez identifiées à gauche qui essayent de se mobiliser mais sans vraiment le soutien de leur parti sur le sujet de l'audiovisuel public. Mais en dehors de ça, c'est soit effectivement des attaques, soit un silence. Et c'est intéressant. Il dit quoi ? Ce silence, déjà, il dit, surtout ce silence, il faut regarder d'où il vient. Ce silence, si on regarde par exemple la ministre de tutelle, Rachida Dati, au-delà du silence, c'est même des attaques qu'elle livre contre l'audiovisuel public. On se souvient qu'elle a été notamment sur France Inter pour dénigrer l'antenne, pour dénigrer les journalistes de France Inter, pour expliquer que France Inter était une radio pour CSP+. Est-ce qu'on peut regarder aussi Rachida Dati, qui est la ministre, alors je ne sais pas si on peut dire de tutelle, parce que certains critiquent, on avait reçu Camille Broyel, qui est juriste, spécialiste en droit des médias, qui elle réfute totalement cette question de la tutelle, parce qu'elle dit qu'en fait dans les textes, en réalité, ça n'existe pas. Donc en tout cas, la ministre de la Culture, Rachida Dati, était invitée effectivement sur le plateau de C'est à vous. C'était le 18 juin dernier. Elle est interrogée sur ses démêlés avec la justice. Les journalistes font leur travail. Et elle réplique en menaçant directement Patrick Cohen. Regardez à quoi ça ressemble. Un mot sur cette enquête conjointe de l'hebdomadaire Le Nouvel Obs et l'émission Complément d'enquête qui a mis à jour des documents d'un cabinet d'avocats suggérant que vous auriez perçu près de 300 000 euros d'honoraires non déclarés de GDF Suez entre 2010 et 2011, quand vous étiez eurodéputée et avocate. Je n'ai jamais eu, moi, ni de redressement fiscal, ni de problème ni fiscal, ni financier. C'est pas un problème de fiscalité, c'est un problème de conflit d'intérêts. Non, tout ça a été déclaré. Voilà, je vous le dis très clairement. A été déclaré au Parlement européen. Mais monsieur Patrick Cohen, est-ce que vous êtes dans le dossier ? Non. Est-ce que vous êtes magistrat ? Non. Et c'est pas à vous que je dois répondre si je dois répondre. Tous ces éléments qui ont été indiqués appartiennent au dossier Renault, qui est clôturé.
tout a été C'est ça, vérifié. vous parlez du dossier Renault, et moi je vous parle de la révélation de... Il n'y a pas de révélation. Ces GDF documents Suez. appartiennent au même dossier. Vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai été entendu, scanné, vérifié, contrôlé, et pas qu'une fois. Voilà. Oui. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, Monsieur Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. J'ai vu moi, je suis Martin triste. Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Ah non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, Monsieur Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Bon, alors, on connaît, hein, c'est vieux comme le monde, la meilleure réponse, c'est l'attaque. Mais quand même, là, c'est pas du silence auquel on assiste. Là, c'est une attaque délibérée et pas de l'extrême droite, du ministre de la Culture, certes à droite, mais pas à l'extrême droite. Alors, c'est quoi? Il y a un déplacement du curseur et du coup, ce qu'on estimait être uniquement des actions et des attaques menées par l'extrême droite, aujourd'hui, sont même celles du bloc central, comme on dit. Après, dans le cas précis de Rachida Dati, on comprend très bien l'intention, c'est un contre-feu, quoi. C'est-à-dire, elle détourne l'attention des accusations qui la visent en portant la focale sur Patrick Cohen. Après, si on prend plus généralement et qu'on essaye d'expliquer ce silence, je pense qu'en fait, on est dans une période un peu confuse, une période confusionniste où le débat public est extrêmement polarisé et où les médias privés comme publics sont un peu considérés comme des ennemis du peuple qui ne servent pas les intérêts du peuple et qui servent les intérêts d'une élite notamment journalistique, politique, économique. Et dans ce cadre-là, aucun politique n'a grand-chose à gagner à défendre l'audiovisuel public, qui est aujourd'hui effectivement la cible d'un terrible désaveu et aussi d'une perte de confiance qui touche tous les médias. Y compris et surtout, j'imagine aussi la ministre de la Culture qui porte aussi une réforme de l'audiovisuel public. C'est gravissime cette séquence, franchement, merci de l'avoir repassé. Le début de l'interview ne me dérange pas, c'est une interview politique où Patrick Cohen interroge Rachida Dati, elle se défend, jusque-là c'est relativement classique. La fin, c'est très très grave et c'est du jamais vu. C'est une ministre de la Culture qui intimide, qui menace d'une action en justice à un journaliste sur un plateau parce que la manière dont l'interview se déroule ne lui plaît pas. Nous, on est tous restés effectivement très choqués par cette séquence qui, pour beaucoup, a sonné le glas du mythe d'une Rachida Dati qui veut du bien à l'audiovisuel public. C'était, vous y croyez, non, bien départ, sûr, mais bon, en tout cas, c'est le discours qu'elle porte depuis longtemps. Et ma réforme de l'audiovisuel public, c'est pour faire du bien à Radio France et à France Télé. Moi, j'adore l'audiovisuel public, j'ai été biberonné à ça, etc. Bon, là, on voit bien qu'en réalité, elle ne respecte pas le travail de l'audiovisuel public et des journalistes quand elle les menace. Pour moi, j'ai employé un mot un peu tarte à la crème, mais il y a une forme de trumpisation du débat politique pour exactement reprendre ce que tu disais, Younes. On est dans l'invective, dans l'intimidation, dans le bras de fer, et on essaie effectivement de détourner l'attention du débat de fond, du débat qui est étayé par des enquêtes, des faits. Ça me rappelle juste en 10 secondes, Bruno Retailleau, dans une autre émission du service public, Complément d'enquête, on parle du lien entre immigration et insécurité. Tristan Valex, le présentateur de Complément d'enquête, lui dit attendez, regardez, il y a des études. Et Retailleau, il lui laisse même à peine terminer sa phrase, il dit non, mais la réalité dément cette étude scientifique. Tout à fait. Voilà. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'il y a c'est quasiment du climato-scepticisme appliqué à l'audiovisuel public. Il y a des faits, il y a des chiffres, mais bon, moi, mon ressenti, c'est ça, donc je suis politique et je parle de ressenti à longueur de journée. Je me demandais, en écoutant toutes ces attaques, comment vous les gériez en tant que représentant syndical, en tant que journaliste de France Télévisions. Est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes dit l'audiovisuel est tellement attaqué de toutes parts qu'on va y aller mollo, nous aussi, sur les critiques qu'on peut porter sur notre propre employeur?
La question, elle se pose tout le temps. En tant qu'organisation syndicale, on a évidemment beaucoup de critiques à adresser à France Télévisions. C'est une immense entreprise, donc tous les jours, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui dysfonctionne. Je confirme, si vous allez sur le site internet du SNJ France Télévisions, quasiment tous les jours, il y a des publications. On ne s'épargne pas nous-mêmes, mais aussi parce que le SNJ, le Syndicat national des journalistes, défend depuis toujours un principe central, c'est que quand on est journaliste, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et on a des devoirs notamment déontologiques, des devoirs éthiques, des devoirs qu'on doit appliquer quotidiennement, qui sont très difficiles à appliquer, mais sur lesquels on est intransigeant. Et quand il y a, et malheureusement ça arrive souvent, il y a des centaines de reportages qui sont produits sur France Télévisions chaque jour. Quand il y a une faute, une erreur, une approximation, il n'est pas question de mettre la poussière sous le tapis. On se doit d'être irréprochable, ou du moins exemplaire. Non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Est-ce qu'on vous le demande ? Ne tirez pas trop sur l'ambulance en ce moment, c'est compliqué. C'est sûr que, mais après, on a quand même beaucoup de liberté syndicale à France Télévisions, il faut le dire. Après, c'est évident. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on vous le demande ? La direction ne nous le demande pas frontalement. Elle laisse entendre qu'effectivement, s'il pouvait y avoir une solidarité syndicat-direction pour répliquer aux attaques, mais elle le laisse entendre, elle ne le dit pas explicitement. Et vous répondez quoi, ça ? Qu'on est libre de nos critiques et que, par ailleurs, on défend globalement l'audiovisuel public et l'ensemble de ses salariés, on défend nos programmes, le bilan, on défend l'utilisation des fonds publics qui nous semblent globalement, même si on a plein de critiques à faire sur le détail, mais globalement saine. En revanche, on ne s'interdira pas de critiquer ce qui nous semble aller dans le mauvais sens. Alors éditorialement, ça je sais, on va y arriver, mais vous dites on peut aussi critiquer des choses, notamment sur l'utilisation des financements. Par exemple, quelle serait la première critique que vous faites ? Il y a, pour nous, pour résumer, en fait, France Télévisions, et là-dessus c'est assez différent de Radio France. Radio France a un modèle économique, social qui est assez différent de celui de France Télévisions, pour tout un tas de raisons. Mais à France Télévisions, on est entre une entreprise publique et un groupe audiovisuel privé. On n'a jamais su vraiment choisir, aussi parce qu'à une époque, on avait beaucoup de publicité, on avait beaucoup de ressources publicitaires, puis Nicolas Sarkozy est arrivé et nous a coupé une grande partie de ces ressources publicitaires, donc on a dû changer de modèle économique. Mais par exemple, on ne sait pas très bien à France Télévisions, c'est pas clair pour personne, est-ce que l'audience est l'objectif central de nos programmes ? Moi j'ai la réponse, quand vous arrivez à France Télévisions, c'est la première chose que vous voyez dans les écrans. Les écrans, quand vous allez arriver dans l'entrée de France Télévisions, vous avez donc les fameux écrans en haut là. On peut avoir les résultats d'audience. Il y a les résultats d'audience. On peut avoir les résultats d'audience, mais c'est moins peut-être caricatural que dans d'autres chaînes privées. Mais en tout cas, c'est pris en compte. Et moi, je travaille pour les journaux télévisés. La question des audiences, elle est permanente. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, on considère que c'est peut-être dommage d'être la tête dans le guidon et de regarder les audiences jour par jour. Parfois, c'est même minute par minute sur le journal pour savoir ce qui marche. C'est un indicateur qui peut être intéressant, mais ça ne doit pas être un indicateur unique. Donc, nous, on n'a pas de problème à prôner un audiovisuel public qui est des choix éditoriaux différents du privé et aussi un modèle social différent du privé. Est-ce que, par exemple, les échelles de salaire doivent être revues à France Télévisions ? Aujourd'hui, on est sur des échelles de salaire entre le plus bas et le plus haut salaire, peut-être de 1 à 20, voire 1 à 30. Est-ce que, dans une entreprise publique, on ne pourrait pas avoir d'autres objectifs ? C'est une question que je pose là, ce n'est pas du tout une réponse. Vous avez posé, j'imagine, en interne. Oui, bien sûr, c'est une question. Quelle réponse on vous fait ? Que le marché est ainsi, que France Télévisions a beau être une entreprise publique, on est dans un marché concurrentiel et que donc il faut s'aligner sur le privé, etc. Ce sont les mêmes réponses qu'on peut avoir sur les achats de programmes, sur certains coûts qu'à notre avis on pourrait questionner. C'est une excellente transition avec ce que je voulais aborder, puisque vous signez une enquête toute récente, Younes Abzouz, pour Mediapart, sur la question des boîtes de production. 343 millions versés en 2024 au privé, les chiffres secrets de France Télévisions. Des documents comptables obtenus par Mediapart révèlent l'emprise croissante des grands groupes de production privée dans la grille des programmes du groupe public. À la fois les programmes d'information, par exemple Cache Investigation, c'est produit à l'extérieur, mais aussi des documentaires, etc., qui sont produits donc par des boîtes de production à l'extérieur. Juste avant d'arriver sur le fond de cette enquête que vous avez écrite
c'était le 8 décembre dernier. Est-ce que vous diriez la même chose qu'Antoine Chusville, c'est-à-dire qu'on a du mal, peut-être parfois, à faire la différence entre est-ce que c'est réellement une entreprise publique ou est-ce qu'on est plutôt même presque sur du privé ? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe. Enfin, en fait, le truc un peu à France Télévisions, c'est que quand une émission, un programme marche pas trop, on dit nous, on est l'audiovisuel public, donc notre mission c'est pas de courir après la rentabilité de nos programmes, c'est de diffuser des histoires qui sont d'intérêt public, même si elles rencontrent pas toujours un public, et puis quand ça marche bien, mais que c'est pas très intéressant sur le fond, que ça ressemble un peu beaucoup à des programmes qui seront diffusés sur le privé, on dit oui, mais l'essentiel c'est que ça marche, c'est que ça trouve son public. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un double discours qui est difficilement entendable de ce point de vue-là, quoi. Là, du coup, quand vous écrivez cette enquête, l'idée, c'est d'expliquer quoi, en fait, sur ces 343 millions d'euros versés en 2024 au privé ? Qu'est-ce que ça dit ? En fait, ce que ça dit, c'est que l'audiovisuel public, il existe précisément parce que on considère que que l'information, notamment, mais aussi l'accès à la culture, etc. C'est des choses qui participent à la vie citoyenne et qui devraient être. C'est partie d'ailleurs du cahier des charges, de France Télévisions à l'égard notamment de l'Arcom. Absolument. Et ça devrait sortir justement des logiques commerciales, des logiques d'audience, parce que c'est vital à la vie démocratique. Et qu'on considère que c'est tellement vital à la vie démocratique que l'État doit concourir au financement de l'audiovisuel public. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a en fait, quand on observe précisément qui produit les programmes de France Télévisions, les gens et le grand public se disent ce qui est diffusé sur France Télé, c'est France Télé qui le produit. Mais de fait, non. En fait, il y a une grande partie des programmes. Chaque année, c'est 900 millions d'euros au total qui sont débloqués sur un budget de quasiment 3 milliards, si je ne me trompe pas, qui sont affectés en fait à l'achat de programmes et donc qui sont censés nourrir des boîtes de production extérieures. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de dire en fait, l'audiovisuel public doit prendre sa part à l'exception culturelle française, c'est-à-dire au fait de concourir par des subsides publics à la vitalité des boîtes de production et à la diversité en fait du champ culturel français. C'est les textes qui le prévoient. C'est les textes qui le prévoient. Sauf c'est pas une volonté uniquement de France Télévisions de faire ça comme ça. C'est-à-dire c'est les textes qui prévoient que des boîtes de production externes produisent ce genre de programme. Voilà, c'est ça, exactement. Et jusqu'à jusqu'à peut-être encore récemment, c'était plus ou moins le cas. Sauf qu'on a observé dans le marché de la production audiovisuelle un mouvement massif de concentration équivalent à celui qu'on observe dans la presse, où des milliardaires rachètent tous les médias, équivalent à celui qu'on observe aussi dans l'édition, où pareil, tout un tas de maisons d'édition indépendantes sont rachetées et finissent par intégrer des groupes internationaux. Et il se passe exactement la même chose dans la production audiovisuelle. Par exemple, Media One, qui a été récemment créée en 2015, donc c'est une boîte très récente par Pierre-Antoine Capton, réputé proche d'Emmanuel Macron, et deux autres financiers très, très, très riches, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Donc une boîte qui a été créée en 2015 et qui se retrouve aujourd'hui, en 2024, à être le principal client de France Télévisions. Le seul même, je crois, que vous écrivez, non ? Non, c'est pas le seul, c'est le principal. Il y en a beaucoup d'autres. Okay. Mais c'est le principal. Et principal fournisseur. Principal fournisseur. Client, voilà. En fait. Oui, voilà, c'est un principal fournisseur. Et donc, ce que ça dit, et comment ils en sont arrivés là, en existant seulement depuis 10 ans, en fait, ils ont racheté plein de boîtes de production, notamment Lagardère Studio, qui existait déjà et qui était elle-même détentrice de plusieurs boîtes de prod, mais ils en ont racheté aussi d'autres, notamment celle de Jean-Luc Delarue, qui produisait énormément de programmes pour France Télévisions. Et donc on en arrive à cette situation où une bonne partie des programmes diffusés sur l'audiovisuel public sont produits par des boîtes externes qui appartiennent à des grands groupes intégrés. Et donc ça pose la question, est-ce que ces grands groupes intégrés n'auraient pas intérêt à dévoyer le débat public et se servir des émissions qui diffusent sur le service public
pour orienter le débat public vers des sujets, des intérêts qui, eux, les correspondent à leurs intérêts de classe notamment. Oui, vous dites des sujets, des thématiques qui exactement. sont traitées par les médias. Vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Et puis, quand même, parlons de Xavier Niel, qui avait été reçu sur le plateau de C'est à vous. C'était en 2024. D'ailleurs, notre journaliste Loris Guémard avait écrit là-dessus, quand C'est à vous interview son propre patron Xavier Niel. 2 syndicats de l'audiovisuel public, dont le vôtre, il me semble. Ou je me souviens plus, donc je ne peux pas l'affirmer, mais c'est probable. À vérifier. Proteste contre cette séquence promotionnelle, puisque donc Xavier Niel est actionnaire de Media One, qui produit donc l'émission C'est à vous. Et l'Arcom avait infligé une sanction pour publicité clandestine pour cette émission-là. Ça pose toutes ces questions, Antoine Choseville. Qu'est-ce que vous répond France Télévisions? J'imagine que vous leur posez la question. Alors, je crois même que la présidente de France Télévisions a répondu sur cet épisode-là à la commission d'enquête parlementaire cette semaine en rappelant que c'était une erreur, effectivement, que les liens entre Xavier Niel et le producteur de l'émission auraient dû être rappelés. C'est tout à fait normal. On doit la transparence à notre public. Je rappelle juste que, pardon, j'ai oublié de le dire, mais dans cette séquence-là, dans cette interview, Xavier Niel était venu faire la promotion de sa box, et à la fois, effectivement, les liens n'avaient pas été rappelés, mais surtout, et c'est la raison pour laquelle l'Arcom avait sanctionné pour publicité clandestine, c'était une interview promotionnelle. Hein. Oui, alors qu'on aurait pu parler d'autres box concurrentes, mais bon, là, évidemment, devant le patron, devant Xavier Niel, on était uniquement sur son projet à lui. Ça, c'est une obligation journalistique. Quand il y a des liens d'intérêt, il faut les signaler pour que le public, tout simplement parce que c'est ce qu'on doit au public, hein, c'est une règle, voilà, la transparence. L'enquête de Younes est très importante parce qu'elle rappelle bien aussi le cadre dans lequel évolue France Télévisions. Il y a des choix que font nos dirigeants, qu'on peut contester, mais il y a un cadre qui est fixé par les pouvoirs publics. C'est que France Télévisions a l'obligation, c'est pas eux qui l'ont choisi, France Télévisions a l'obligation depuis des décennies d'acheter la majorité de ses programmes à l'extérieur. C'est l'État qui a fixé ça par décret, c'est une règle qui s'impose à nous, que moi personnellement je déplore, et donc moi je suis pour l'abrogation de ces décrets. Je pense que France Télévisions devrait produire en interne, fabriquer soi-même plus de programmes, plutôt que de les acheter à l'extérieur. Ça nous rend très dépendant de sociétés privées. En 10 secondes, pourquoi ça a été mis en place il y a plusieurs décennies? C'est parce qu'à l'époque, le gouvernement souhaitait favoriser la création de sociétés audiovisuelles privées, de boîtes de production privées, et finalement, un peu sur le modèle de ce qui se passe dans le cinéma en France, favoriser la création des entreprises finalement qui allaient du coup bénéficier de commandes publiques. Ça a en partie fonctionné, ça a aussi créé des scandales comme ceux des animateurs-producteurs qu'on a connus à la fin des années 90 ou au début des années 2000 avec des producteurs qui se sont énormément enrichis grâce à l'argent public. Enfin, les années 90, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours, bien sûr. On a des présentateurs-producteurs maintenant. On a des présentateurs-producteurs. Laurent Delahousse et Léa Salamé sont concernés. D'ailleurs, vous les citez dans votre enquête, Younes Abzouz, qui sont donc à la fois présentateurs, mais aussi producteurs. Quelle époque pour Léa Salamé? Et Laurent Delahousse, c'est le Trésor... C'est les éditions du week-end. Les éditions du week-end, mais qu'est-ce qu'il produit d'autre aussi pour France Télévisions? Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer, mais il a produit souvent des émissions documentaires, des émissions de reportage, via une société de production dans laquelle il a des parts. Mais de manière générale, de nous obliger, nous, et ça, là, je m'adresse aussi aux législateurs, aux politiques qui s'intéressent beaucoup à France Télévisions, il y a urgence à libérer France Télé d'un carcan qui nous oblige à acheter la majorité de nos programmes à l'extérieur. Oui, mais alors attendez, vous dites c'est un cadre, d'accord, mais ce décret-là, il n'oblige pas France Télévisions à le faire pour les magazines d'information, par exemple. C'est vrai. Il y a une... Oui, c'est ça le sujet. Cache Investigation produit à l'extérieur, le décret ne l'oblige pas. Absolument. Mais encore, Cache Investigation, on voit le résultat. Bon, c'est une émission... c'est une émission d'enquête qui fait son travail, etc. Oui, non, bien sûr, c'est pas du tout une remise en question du travail sur le principe. Mais c'est ça, mais justement, si on regarde la société qui produit Cache Investigation, c'est Première Ligne, c'est une société qui ne fait que de l'investigation. Donc ça pose moins problème. De fait, c'est une société qui n'a pas d'autre intérêt, qui n'est pas intégrée à un groupe dont l'activité principale n'est pas l'investigation, n'est pas la presse. Or, c'est précisément le cas de Media One, qui appartient à un groupe intégré et qui fait aussi du cinéma, des séries, et qui ne fait pas que de l'information. L'information, c'est presque en réalité anecdotique
anecdotique dans le chiffre d'affaires de Media One. Anecdotique dans le chiffre d'affaires, mais pas forcément effectivement dans, j'imagine, l'orientation stratégique et l'idée d'user d'influence. C'est ça. Et c'est ce que disait Antoine, c'est quand même ça le problème, c'est-à-dire qu'on en vienne à ce qu'une émission du service public soit obligée de déclarer les intérêts qui la lient avec l'actionnaire qui produit l'émission. Enfin, on attend plutôt ça d'une émission privée ou des journaux de Bernard Arnault qui doivent signaler, par exemple, quand il parle du Paris FC, qui est lui-même propriétaire de Bernard Arnault. On n'attend pas ça d'une émission du service public, précisément parce que le service public, il est censé être détaché des intérêts privés. Et des intérêts économiques. Donc c'est là en fait qu'il y a un problème précisément sur les documentaires, pourquoi pas sur la création audiovisuelle, les séries, les films, ok, mais sur l'information, on s'attendrait, et c'est ce que vous réclamez je crois d'ailleurs, à une réinternalisation quoi. Mais c'est en 30 secondes, hein, c'est pas parce que les programmes qu'on achète à l'extérieur sont parfois de très très grande qualité. Par exemple, je suis un grand fan des documentaires que France Télévisions achète, il y en a qui sont extraordinaires, mais c'est juste que ça c'est une question qui concerne, je pense, tous les citoyens. Quand on a un service public audiovisuel qui appartient à l'ensemble des Français, de ne plus lui permettre de fabriquer des documentaires, des enquêtes ou de l'investigation ou de réduire ce champ d'action, c'est un savoir-faire, un patrimoine qui appartient à tous les Français qu'on perd et qu'on délègue à des sociétés de production privées qui, elles, n'appartiennent pas à tous, mais à quelques actionnaires. Oui, puis j'imagine aussi une déperdition de compétences et de savoir-faire à l'intérieur de l'entreprise publique. Alors, abordons maintenant, et tout ça est lié évidemment, les questions d'ordre éditorial, notamment, alors on va commencer celle du traitement de la gauche sur les antennes publiques. Quelques exemples récents, vous allez le voir, avec Manuel Bompard et Sophie Binet, c'était sur France Inter, et Rima Hassan sur France Info Télé. Regardez. Est-ce que vous avez lu ou vu les dernières déclarations de Donald Trump sur Volodymyr Zelensky ? Je ne sais pas à quelle déclaration vous faites référence. Bon, il considère que l'Ukraine n'est plus une démocratie, demande au président Zelensky d'organiser des élections au plus vite et lui reproche d'utiliser la guerre. Et ça m'a rappelé ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit le 25 août dernier au sujet du président ukrainien. Il n'est président de rien, depuis mai dernier, son mandat est arrivé à terme. En fait, vous pensez la même chose que Donald Trump sur l'Ukraine ? Précisément, il y aura des élections et d'ailleurs c'est prévu, y compris dans l'accord de paix. Non mais attendez, monsieur Duhamel, y compris dans l'accord de paix qui est proposé par les Européens, il est prévu des nouvelles élections présidentielles. Je vois, Manuel Bompard, que ça vous met un peu mal à l'aise. Ah non, ça ne me met pas du tout mal à l'aise. Ne cherchez pas avec votre petite technique, ça ne me met pas du tout mal à l'aise. Vous êtes en train de reprocher à Jean-Luc Mélenchon une position qui est précisément dans la proposition des Européens de l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Donc là, je pense que vous auriez mieux fait de vous taire et pas d'essayer de faire croire que j'étais mal à l'aise. Ça c'est les petits arguments qu'on utilise à la fin quand on est un peu mal à l'aise. Merci beaucoup. Pas du tout. Il y a une différence entre être juriste, se référer au droit international pour dénoncer un génocide qui est en cours, et ma boussole, ce n'est que le droit international. Au génocide. Alors attention, attention à l'invisibiliser plutôt. Moi, vous pourrez pas m'inviter sur ce plateau. Vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau sans que je puisse parler du génocide en cours. Donc, je le redis. Il y a un génocide. Non, je suis désolée. C'est extrêmement important. Moi, ce terme-là, je le porte. On va y revenir. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais vous ne pouvez pas me censurer sur ça. LVMH paie un peu plus de 2,3 milliards d'euros d'impôts en France, fait travailler directement et indirectement 200 000 salariés. Est-ce que tout cela justifie de faire de Bernard Arnault l'ennemi de l'économie française? C'est une entreprise qui paye des impôts, c'est une entreprise qui crée de l'emploi. Là, il n'y a pas de rat qui quitte le navire. Vous reconnaissez l'apport de LVMH à l'économie française ou pas? Et c'est un point fort de l'économie française, LVMH, ou pas? Le souci, en fait, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que la France, elle est handicapée par ces multinationales. La différence c'est difficile à dire que c'est un point fort de l'économie française. Mais parce que justement, ça ne l'est pas. Parce que la France est handicapée par ces multinationales par rapport à l'Allemagne. Donc un fleuron du luxe comme LVMH, c'est un handicap pour l'économie française. Oui, parce que les multinationales françaises traitent très mal leurs sous-traitants. Alors Antoine Cheville, quand on regarde ces extraits, il y en aurait eu d'autres, franchement, mais on a dû choisir. C'est difficile de ne pas donner raison aux personnalités de gauche, notamment à la France Insoumise, qui disent on est souvent quand même maltraité sur le service public de l'audiovisuel. Je suis plus nuancé que ça arrive, et il y a eu récemment, et on s'est exprimé dessus, l'ensemble des syndicats, et notamment le mien, le SNJ, il y a eu une interview de Manuel Bompard dans une émission de France Inter, mais où il y avait aussi des salariés de France Télévisions, avec des questions qui étaient très mal formulées, avec des inexactitudes sur le nouveau maire de New York. On y reviendra après. Voilà, bon, très bien. Donc là-dessus, on réagit à chaque fois, parce que là, effectivement, il y avait eu... Mais...
Il faut juger la globalité du travail des journalistes du service public. C'est ça qui est très compliqué à l'époque des réseaux sociaux. On peut effectivement extraire un petit bout d'une interview où un journaliste va pas employer le bon mot et va se faire reprendre de volée par un élu de la France Insoumise ou d'un autre mouvement. J'ai pas de problème avec ça, mais il faut pas réduire le travail des journalistes du service public à ça. Ah non, c'est pas ce que je dis. Oui. Mais je dis que quand on a quand même l'habitude, et nous, c'est notre travail à Arrêt Image, de regarder quand même beaucoup d'heures d'antenne, quelles que soient les antennes, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment, alors évidemment, il faudrait faire une recension tout à fait exacte, vous avez raison, mais quand même, l'impression générale qui persiste, c'est que les personnalités de gauche sont quand même beaucoup plus bousculées, voire même plus, et on le voit ici, que d'autres personnalités, y compris même à l'extrême droite. Alors ça peut m'arriver d'avoir ce sentiment-là, mais très honnêtement, pour être à l'intérieur, je pense que c'est plus nuancé que ça. En revanche, c'est pas tellement une question de personnalité de gauche, mais la critique sociale, critiquer le modèle économique dominant, par exemple émettre des critiques sur un géant économique français comme LVMH, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je le regrette parce que ça devrait faire partie du débat. Mais pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que on est à France Télévisions comme l'ensemble des citoyens français soumis depuis des décennies à un discours médiatique, mais pas seulement, politique aussi, qui minimise la place des services publics, minimise les besoins des services publics. Et là, je ne parle pas que de la droite. Il y a aussi une partie des partis de gauche qui a une forte responsabilité là-dessus. Et valoriser les chefs d'entreprise, ceux qui, entre guillemets, créent de l'emploi. Mais bon, quand on parle de LVMH, j'aimerais bien qu'on parle des salariés de LVMH aussi, et pas seulement dresser des lauriers à ses dirigeants. Donc il y a tout un discours néolibéral, ce qu'on a appelé comme ça, qui infuse aussi dans l'ensemble des rédactions. Et le service public, contrairement à ce que certains peuvent penser, n'est pas du tout un repère de gauchistes, pour y être depuis 25 ans. C'est très très loin d'être le cas. Et c'est la preuve, quand on écoute de nombreuses interviews, la critique du modèle social, du capitalisme, alors d'abord, c'est pas ce qu'on doit faire, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce qu'on doit faire, mais elle est difficilement audible sur nos antennes parfois. Et c'est pourtant une des critiques majeures portées par les pourfendeurs de l'audiovisuel public. On l'a vu notamment lors des auditions de cette commission d'enquête où on vous accuse régulièrement de partialité et de manque de neutralité. Vous vouliez réagir, Younes Abdou? Moi, je voulais juste dire, en fait, je pense qu'il faut faire une distinction aussi entre les reporters de terrain, ceux qui sont là depuis un moment et qui ont une vraie culture d'entreprise propre au service public, etc. Et puis les présentateurs qu'on vient de voir là. Enfin voilà, ceux qu'on vient de voir là, c'est uniquement des présentateurs et c'est pour une partie d'entre eux des gens qui circulent entre les médias privés, les médias publics, puis qui reviennent à des médias privés. Enfin bref, des gens qui n'ont pas forcément cet attachement au service public et qui n'ont pas... C'est ceux qu'on voit et qu'on entend. C'est ça, et ceux qu'on voit et qui n'ont pas la culture du service public. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que sur les chaînes privées, le questionnement, quand on reçoit un politique, le questionnement, il est taillé pour générer, on va dire, des séquences qui vont ensuite pouvoir être reprises sur les réseaux sociaux et générer des dépêches AFP. Donc en fait, on recherche la petite phrase. C'est ça en fait. Et Benjamin Duhamel, il est clairement le produit de cette culture-là. Sur BFM TV, c'est ce qu'il cherchait. Et là, donc, le service public France Inter décide de le ramener sur ses antennes, et donc en fait finit par singer les questionnements, les questionnements du privé. Oui, et d'où d'ailleurs les remarques, les observations d'un certain nombre d'auditeurs des antennes de l'audiovisuel public et aussi des antennes télé, de dire mais en fait, quelle est la différence finalement ? Quelle différence entre la manière d'interviewer sur le privé et la manière d'interviewer sur le public ? Oui, il y a une question que le service public n'ose pas se poser et que nous, SNJ, on met très régulièrement sur la table, mais qui est très compliquée honnêtement parce qu'elle est délicate et elle touche aussi à l'intime, à l'origine des journalistes, à leur origine sociale. C'est qui décide ? Qui fait les choix éditoriaux aujourd'hui dans le service public? Younes a tout à fait raison de rappeler que France Télévisions, ce sont des milliers de journalistes, mais en réalité, ceux qui font les choix importants ou qui
sont à la tête des interviews majeures, celles qu'on entend. C'est un petit groupe. On l'avait dit ici d'ailleurs quand on avait disséqué le journal de 20h, où Georges Pinol, qui est délégué SNJ-CGT à la rédaction nationale de France Télévisions, nous avait expliqué que c'était vraiment un tout petit groupe et que d'ailleurs les journalistes n'osaient même plus aller en conférence de rédaction parce qu'en fait, tous décidaient sans eux. C'est un peu ce qu'il nous expliquait. Oui, il a tout à fait raison. Ça pose problème. Il y a le sentiment pour une grande partie des journalistes de France Télévisions de ne plus vraiment avoir la main sur les journaux télévisés. Moi, j'ai déjà entendu des rédacteurs en chef dire « mon journal ». Alors, à chaque fois, je les reprends en disant « non, c'est notre journal, c'est le journal de la rédaction ». Et d'ailleurs, Delphine Ernotte parle de son journal, Aléa Salamé, quand elle parle du JT du 20h. Exactement, il y a une personnalisation. Et nous, finalement, on serait les journalistes de la rédaction, ceux qui sont en reportage, ceux qui sont sur le terrain, qui font l'essentiel du travail, quand même, à mon sens. Eux seraient écartés de ces prises de décision. Et donc, il y a parfois un décalage, en tout cas, nous, on le dénonce, un décalage de plus en plus flagrant entre la majorité des journalistes du service public et une minorité qui est aux commandes, qui travaille beaucoup. Hein, je remets pas ça en cause, mais ils sont, entre guillemets, peut-être moins représentatifs de la société française ou de la diversité de nos rédactions que l'ensemble des journalistes si on les prend en totalité. Alors, autre sujet qui pose question d'un point de vue éditorial, c'est la question de la place de l'opinion face à l'information sur les antennes de France Télévisions. Plusieurs propos récemment de l'éditorialiste, notamment Nathalie Saint-Cric, ont fait polémique. Regardez. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je ne parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas, écoute, on a eu raison finalement de... Non, l'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord ? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien ? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui. Moi, je trouve ça intolérable. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des... Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez... je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Moi, déjà, je combats cette idée qui me semble être un a priori que je n'accepte pas. Honnêtement. Donc là-dessus, soyons rigoureux. Il y a des musulmans de ce pays, ils peuvent pas vous écouter tous les soirs, apprécier ce que vous dites et d'un seul coup se dire que pour aller chercher leur vote, il faudrait tenir des propos antisémites. Je n'ai pas ciblé ce qu'ils pensaient, mais certains qui croient, et ça a été... Non, mais bon, il y a possiblement des antisémites. Enfin, il y a possiblement. Donc, il y a des antisémites en France. C'est pas les musulmans qui sont condamnables. C'est ceux qui croient qu'en leur disant des propos antisémites, on va pouvoir les rallier. C'est pas du tout pareil. Favorite dans les sondages, Marine Le Pen a désormais très peu de chances de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen, elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, et à 5 ans d'inéligibilité. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas franchement besoin de ça. Dans la situation politique actuelle, je précise que les juges avaient totalement le droit de prendre cette décision, et qu'on peut se dire simplement qu'ils ont un petit peu eu la main lourde. Voilà, les juges qui ont eu un peu la main lourde face à Marine Le Pen, condamnée donc pour détournement de fonds publics européens. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu ces propos-là ? Alors, on a eu une réaction assez vive. Ça a énormément choqué dans la rédaction et mon organisation syndicale, le SNJ, a publié un communiqué dans la foulée parlant d'éditoriaux, donc l'exercice auquel se livre Nathalie Saint-Cric. Ces éditos qui abîment le journalisme, un communiqué du SNJ qui a été publié le 2 avril dernier. Ces propos critiques à l'égard de magistrats indépendants ont été tenus lundi soir sur le plateau du journal. L'ont-ils été par une personnalité de droite ou d'extrême droite venue commenter la condamnation de Marine Le Pen? Pas du tout. Cette opinion est celle de la nouvelle directrice de la rédaction, puisqu'effectivement, quelques jours avant, Nathalie Saint-Cric avait été nommée directrice de la rédaction nationale. Oui, par intérim, mais ça pose vraiment un problème de fond, au-delà de cette séquence-là sur laquelle on a réagi, hein, vous l'avez vu. Vous-même, pardonnez-moi, mais avant d'arriver sur effectivement le cadrage, vous, personnellement, vous entendez ça? Qu'est-ce que vous dites au moment où vous l'entendez? Ouais, j'étais consterné, ouais.
Oui, j'étais consterné parce que, et encore une fois, je ne veux pas cibler particulièrement Nathalie, même si là, on l'a écrit et j'assume, mon syndicat l'a écrit, on considère que ce n'était pas la chose à dire et que c'était sans doute l'édito de trop. En tout cas, cette phrase était clairement de trop. Pardon, pourquoi vous dites je ne veux pas cibler personnellement Nathalie Saint-Cric? Ce n'est pas une question personnelle, mais en l'occurrence, à plusieurs reprises, ces éditos ont posé problème. Oui, mais c'est ce qu'on rappelle dans le communiqué et je l'assume totalement. Il se trouve que par ailleurs, Nathalie Saint-Cric est aussi visée parfois par des campagnes de harcèlement ou de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, ce qui est aussi un problème, parce que nous, bon, même si on peut être virulent dans nos communiqués, on considère que c'est malgré tout une collègue avec laquelle on a des désaccords très profonds, mais ça reste une collègue, et c'est, dans tous les cas, ça ne justifie en rien les sous-entendus très malsains ou nauséabonds qu'il peut y avoir sur certaines personnalités. Donc c'est pour ça que je rappelais ça, et que le communiqué, en réalité, il prenait aussi un peu de recul, et on visait l'ensemble des éditorialistes, notamment à la télévision, publique mais pas seulement, qui ont pris une place énorme dans le débat et sur les plateaux d'information depuis 20 ou 30 ans. Vous dites que l'édito est aussi devenu le symbole d'un gouffre entre des vedettes qui peuvent tout dire et tout commenter à l'antenne, parfois sans expertise aucune sur le sujet, et la grande majorité des journalistes dont on exige réserve et neutralité, y compris sur les réseaux sociaux. Il est devenu le symbole de l'existence d'une caste médiatique très éloignée du reportage, mais très proche de certains pouvoirs. Je vais vous donner un exemple et j'espère qu'il sera facile à comprendre pour tout le monde. Moi, je fais des reportages qui sont diffusés dans le journal télévisé. Si ce jour-là, j'avais fait un reportage sur la condamnation de Marine Le Pen, si dans mon commentaire que je lis en voix off, j'avais dit « les juges ont eu la main lourde », ça ne serait pas passé. On m'aurait interdit de le dire. Le rédacteur en chef m'aurait dit « non, c'est pas possible, tu peux pas donner ton avis ». A raison. Oui. Et je l'accepte totalement, parce que ça aurait été un problème si j'avais effectivement écrit cette phrase, si j'avais commenté ainsi. Sauf que Nathalie Saint-Cric est éditorialiste. Oui, et c'est là où il y a un problème, et qui est plus un problème interne, mais qui du coup rejaillit aussi sur ce que nous on produit à l'antenne et rejaillit sur ce que le public voit, c'est que un éditorialiste, il est censé, en théorie, refléter l'analyse de la rédaction, un point de vue de la rédaction, donc un point de vue collectif. En réalité, c'est un rôle très important, c'est un rôle difficile. Et aujourd'hui, voilà, ce qu'on constate, nous, c'est que les éditorialistes consultent très peu la rédaction, ne rendent pas des comptes sur les interventions, les commentaires qu'ils peuvent faire. Et donc, ça crée effectivement ce gouffre dont on parle dans le communiqué, avec parfois certains d'entre nous, parce qu'elle fait partie de ma rédaction, qui peuvent commenter l'actualité, donner des analyses en notre nom, entre guillemets, et on ne se reconnaît pas du tout, et en tout cas, c'est pas débattu et c'est pas débriefé après. C'est quoi le statut, en fait, d'un éditorialiste à France Télévisions concrètement? Est-ce qu'il participe aux conférences de rédaction? On sait qu'il y a des conférences de rédaction critiques après les éditions du 13h et du 20h où on analyse en fait le journal tout simplement et les sujets qui ont été diffusés. Est-ce qu'elle s'intègre dans ce collectif-là? Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien. Et la conclusion du communiqué que vous avez montré tout à l'heure, c'est qu'il y a urgence à avoir un débat global avec tous les journalistes de France Télé, la direction, les éditorialistes, tout le monde, sur qu'est-ce qu'un éditorialiste, à quoi ça sert, est-ce que c'est utile aujourd'hui, est-ce que c'est un rôle qui est clair, est-ce que ça engage la rédaction quand un éditorialiste, voilà l'extrait précédent avec Alexis Corbière sur l'antisémitisme. Moi, je suis gêné aussi parce que j'ai l'impression d'assister à un débat plutôt qu'à une interview avec une journaliste et un homme politique. Donc là, il faut vraiment sortir de ces postures-là et s'interroger sur... Comment on fait pour discuter avec l'éditorialiste quand elle-même est aussi directrice de la rédaction? Oui, alors bon, là, il se trouve que ce jour-là, c'était aussi... Non, mais c'est compliqué quand même, oui, bien non, sûr, ça pose des questions quand même. Bien sûr que c'est compliqué, mais vous savez, tous les journalistes sont soumis aux mêmes exigences déontologiques, qu'on soit éditorialiste ou directrice de la rédaction, et elle aussi, elle a des droits. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais elle a aussi des devoirs. Et un éditorialiste, à mon sens, son devoir, ça serait aussi de consulter la rédaction quand il s'apprête à avoir un parti pris, une analyse, un commentaire parfois tranchant, ou au moins à le justifier derrière. Et aujourd'hui, ça fonctionne pas, ça fonctionne mal. Ça fonctionne pas, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Ouais. Ouais, non, enfin, effectivement, moi je trouve que le souci quand même, effectivement, un éditorialiste, c'est
entre guillemets quelqu'un qui donne un point de vue, un regard sur l'actualité, mais c'est aussi un journaliste, donc c'est aussi quelqu'un qui, en premier lieu, doit s'appuyer sur les faits. Et le problème, souvent avec les éditos de Nathalie Saint-Cricq, c'est qu'elle prend totalement ses distances avec les faits et que, en fait, elle se retrouve dans un rôle de quasiment commentaire niveau bistrot, café du commerce sur l'actualité. Effectivement, c'est pas ce qu'on attend d'une éditorialiste sur le service public. Et puis moi, je me souviens, en plus suite à cette séquence, il y avait eu, le sujet avait été évoqué dans une réunion retour critique à France Télévisions, et le directeur de l'information à France Télévisions, Alexandre Carra, avait admis qu'effectivement, elle était sortie de son rôle et que cette fois-ci, il y a eu un dysfonctionnement parce que son édito n'avait pas été relu en amont. Et que jusqu'à présent, désormais, ils le seraient tous à l'avenir. Ils le sont ? À vérifier, c'est possible. Je suis pas éditorialiste moi-même, j'en suis pas certain. En tout cas, c'est pas moi qui les relis, c'est sûr, et c'est pas relu. Je veux dire, est-ce que vous savez, vous, en tant que délégué SNJ, est-ce que vous avez des retours du fait que le fonctionnement a changé et a été amélioré avec des relectures de l'édito, notamment avant la diffusion ? Je pense qu'il y a une vigilance accrue, mais je suis pas certain que le fonctionnement soit encore tout à fait optimal, et c'est pour ça nous, on souhaite que la question des éditorialistes soit remise à plat au sein de la rédaction, qu'il y ait un vrai débat journalistique, parce que c'est important, dans les prochaines semaines à France Télé. Mais je crois en plus que vous, personnellement, vous êtes pour la suppression des éditos. En tout cas, la question me pose pas de problème. Imaginez qu'il n'y ait plus d'éditorialistes qui ne fassent plus que ça, parce que la plupart d'entre eux ne font que ça. Ça aussi, c'est important. C'est quand on est éditorialiste, est-ce qu'on passe aussi une partie de son activité journalistique en reportage, sur du travail d'enquête ? La plupart du temps, non, quoi. Donc, ça coupe aussi les éditorialistes d'une partie du travail journalistique, d'une partie du travail quotidien de la rédaction, finalement, qui fait qu'on bosse dans le même collectif, mais on ne se comprend pas, on échange peu, et finalement, il y a un gouffre qui se crée entre eux et nous. Et ça serait une manière de se différencier du privé, pour le coup. Si on arrêtait les éditos, je ne sais pas si c'est la solution, j'en sais rien, mais en tout cas, si on y allait, peut-être que ce serait aussi une manière de se différencier des autres chaînes d'infos. Oui, absolument. Effectivement, ce serait une belle manière de le faire. Mais en fait, il y a aussi effectivement le problème des éditos, donc la place qu'on accorde à l'opinion, qui est effectivement qui était jusqu'à présent un peu l'apanage de CNews, de dire voilà, nous on est une chaîne quasiment entièrement d'opinion et très peu de place aux faits. Et effectivement, il ne faudrait pas que ça devienne ça sur France Télévisions. Surtout que France Info, à la création, je me souviens très bien, on est en 2016, non ? Ouais, 2016. La promesse éditoriale, c'était justement les faits, rien que les faits, de l'information et pas de l'opinion. En fait, cette promesse-là, elle n'a jamais été tenue. Ou en tout cas, elle n'est plus tenue. En fait, moi je trouve aussi l'autre souci, c'est qu'il y a des éditorialistes, mais il y a surtout des éditorialistes qui souvent sonnent le même son de cloche. C'est-à-dire, je trouve que il y a peu de pluralité dans les voix qui prennent qui prennent la parole pour livrer leur opinion. Et c'est tellement vrai qu'il y a aussi, il y a ce point-là, et il y a aussi la manière dont la direction de France Télévisions réagit face à ce qu'on peut constater comme étant une dérive. Je veux dire, Nathalie Saint-Cricq, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième, et ce sera probablement pas la dernière. Je veux dire, il n'y a pas eu de sanction, elle n'a pas été mise à pied, elle n'a pas été désavouée publiquement par sa hiérarchie. Moi, j'ai le souvenir à l'inverse, par exemple, dans un autre cas aussi récent, à France Info, la chaîne d'info, un rédacteur week-end qui a fait une erreur technique en écrivant otage palestinien plutôt que prisonnier. Et qui a quasiment immédiatement été suspendu. En l'occurrence, moi j'avais fait un peu l'enquête, c'était vraiment rien d'autre qu'une erreur technique. C'est-à-dire qu'on était dans une séquence où on parlait d'otages israéliens, prisonniers palestiniens, il a confondu les deux mots. Et le problème, c'est même pas tant qu'il ait fait cette erreur, le problème c'est que cette erreur soit passée parce que, en fait, ce chef d'édition, il était ce week-end-là tout seul. Donc en fait, sans filet de sécurité. Et donc, c'est aussi ça, le problème, c'est aussi le problème des moyens. En fait, on a France Info, on lui donne les ambitions d'une chaîne d'info, ou du moins on lui donne la charge de d'aller concurrencer BFM TV, LCI, etc., en lui donnant 3 fois moins de moyens, quoi. Et c'est un vrai problème. France Info contre 4% pour CNews aujourd'hui et 3 et quelques pour BFM Télé. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Younes Abzous ? Avant, sur la question des moyens, sur le 2 poids 2 mesures aussi qui peut exister ? Oui,
Et d'ailleurs, on l'avait dénoncé. Alors, à France Télévisions, on a quand même heureusement des cadres déontologiques bien plus importants, enfin un peu plus nourris. On a des lieux de débat déontologiques qui n'existent pas dans toutes les rédactions. On a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Une commission de déontologie qui se réunit 2 fois par an, effectivement, où on peut aborder n'importe quelle question entre la direction et les représentants des journalistes, qui fonctionne globalement bien. Moi, j'aimerais qu'elle se réunisse plus souvent, mais globalement, ça fonctionne. Ça n'existe pas dans toutes les rédactions, malheureusement. Et nous, on traite notamment des éditos qu'on vient de montrer. On met ça sur le grill, comment ça a pu arriver, comment on a pu... Pardon, Antoine, je suis désolée, mais vous dites que ça fonctionne bien, mais ça fonctionne tellement bien qu'en fait, les bourdes se répètent. Hein. Oui, parce que, enfin, c'est l'analyse qui fonctionne bien. C'est-à-dire que déterminer qu'il y a une erreur, comprendre pourquoi et comment y remédier, globalement, on arrive à trouver un consensus entre journalistes qui est plutôt, pour moi, rassurant. C'est-à-dire qu'on a des membres de la direction et des représentants des journalistes qui arrivent à se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Non, mais l'objectif, c'est que les erreurs ne se réitèrent pas. Évidemment. Et donc là, malheureusement, c'est pas, on se heurte à des habitudes, des résistances. Des résistances aussi de la direction et parfois de l'encadrement éditorial à lâcher une petite part de pouvoir, à lâcher une part d'antenne. Donc ça c'est évidemment nous on souhaite que ça évolue et plutôt dans le bon sens. Donc ça fonctionne mal, hein, on vous l'a dit. En revanche, les instances existent, mais c'est les décisions de la direction qui sont pas toujours à la hauteur. Alors je me demande si c'est de la résistance ou si c'est autre chose, puisque c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, on est plusieurs médias, y compris Arrêt sur Image, à estimer qu'il y a une forme de CNewisation de France Info. Nous l'avons écrit avec ce papier signé Pauline Bock, une enquête qui s'appelle La chaîne France Info est-elle en train de devenir CNews ? Tout simplement, publié le 4 novembre 2025, Mediapart, vous aussi, vous avez signé, je crois que c'est David Perrotin, votre collègue, qui avait signé une enquête également assez similaire, Infox sur Mamdani, propos controversés et peur de CNews, malaise à France Info, qui était publié quelques jours plus tard. Justement, la question de la CNewisation de France Info, eh bien, parfois, à l'antenne, ça peut donner ceci. En vous écoutant, je me demandais, quand vous disiez l'enracinement, ça vient de la volonté, en tout cas ça part de la volonté, vous êtes donc complètement opposé, par exemple, à un concept aujourd'hui qui devient de plus en plus structurant, qui est celui du grand remplacement, structurant dans une partie du champ politique. Je ne connais pas de gens qui ne soient pas pour le grand remplacement. Ça s'appelle la créolisation chez Mélenchon, ça s'appelle le grand remplacement chez Éric Zemmour, mais ils disent à peu près la même chose. Donc il y a une démographie, elle existe cette démographie. Je dis simplement que quand une population fait des enfants, une autre n'en fait pas, que il y a une immigration qui est massive, que c'est une immigration culturelle aussi. Je fais mon deuil d'une France à l'ancienne, d'une Europe à l'ancienne et d'un monde judéo-chrétien à l'ancienne. Je pense que c'est fini, le monde judéo-chrétien. Et je ne suis ni conservateur ni réactionnaire. Je ne pense pas qu'il faudrait revenir à un état passé, qu'on pourrait restaurer un ordre ancien. Je ne le crois pas, ça n'a aucun sens. Et je ne crois pas non plus qu'on puisse dire « Ah ben de toute façon, c'est impossible de faire sans ou de faire contre, donc il faut aimer également non plus ». Manuel Bompard, on entend que vous célébrez Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan « mondialiser l'intifada », en clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas ? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça ? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes. Ces jeunes, vont vers la sauvagerie, sont des barbares, et pour le coup, le Premier ministre a eu raison de prononcer ces mots, et il n'y a pas de fatalité. Simplement, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est du laxisme. Et vous avez dit le mot immigration. Oui, il y a un problème d'immigration. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français, mais qui n'ont pas le cœur en France, et qui ne reconnaissent pas nos règles, qui n'aiment pas notre République. Ils sont français, on fait mais ça avec. Ça veut dire que... Oui. Voilà. On fait avec. Quel mot vous mettez sur ce qu'on vient d'entendre, Antoine Cheshuil ? Vous parlez de dérive ou vous parlez d'une orientation éditoriale stratégique pour essayer de récupérer des parts de marché ? Tout d'abord, vous dire que ça fait mal de revoir ces extraits-là, que je connais bien par cœur. Ça fait mal parce que à chaque fois qu'une consoeur ou un confrère
fait une erreur, parfois une erreur grave à l'antenne, ça rejaillit sur l'ensemble des journalistes du service public et sur l'ensemble des salariés du service public d'ailleurs. C'est plus que des confrères, c'est des collègues pour vous, parce qu'en plus vous travaillez sur France Info. Bien sûr. Je me souviens très bien pour le premier extrait, donc c'est l'émission Le Pour et le Contre sur France Info qui est le week-end avec Nathan Dever et Paul Melun. Des transfuges donc de CNews, y compris d'ailleurs la présentatrice. Oui. Cette émission a été lancée en septembre 2025, donc là il y a quelques mois. Au même moment, Delphine Ernotte, il y avait la fameuse interview que vous avez citée en début d'émission, où elle parle de CNews comme d'une chaîne d'extrême droite. C'est quand même, on va dire, à minima maladroit pour la direction de dénoncer les orientations de CNews et de recruter Nathan et Paul, qui ont choisi de venir chez nous, et tant mieux. Vous les appelez Nathan et Paul? Oui, parce qu'on travaille avec eux, j'ai discuté avec eux, oui, bien sûr. De les recruter alors qu'ils étaient très identifiés, comme ils ne travaillaient pas que sur CNews, mais enfin ils ont travaillé longtemps sur CNews, et de leur confier une émission qui, pour moi, c'est mon avis, on est en désaccord avec eux, mais ce n'est pas une émission d'information, c'est une émission de débat, c'est une émission d'opinion. Eux-mêmes ne sont pas journalistes, et Claire-Elisabeth Beaufort, qui co-anime l'émission, en réalité est très peu présente dans l'émission, donc il n'y a pas vraiment de traitement journalistique dans cette émission. Et donc de prendre d'anciens animateurs de CNews au mois de septembre et de leur donner une émission avec des invités comme Michel Onfray ou d'autres, ou Jean-Marie Rouard, et parfois des discours qui ne sont pas très cadrés, c'est un peu un robinet à complotisme ou à attaque sur l'état de droit, etc. Enfin, raciste là aussi, en l'occurrence. Oui, voilà. C'est un problème. En tout cas, ça a troublé. Moi, je me souviens très bien, je travaillais ce jour-là à France Info et j'étais avec de jeunes journalistes qui étaient sidérés. Et il y en a un qui a sorti, mais comment notre PDG, elle peut dire dans Le Monde que CNews est une chaîne d'extrême droite et derrière valider une émission qui... Alors, attention, France Info ne fait pas du tout du CNews. France Info, c'est très différent de CNews. Mais ce concept-là, avec ce casting-là, ça a provoqué un malaise, ouais. Alors du coup, c'est quoi? Vous dites c'est une maladresse, c'est du cynisme, ou c'est une orientation éditoriale voulue pour aller chercher les pourcents d'audience qu'on n'arrive pas à avoir parce que France Info stagne en fait? À minima, c'est une maladresse qui a provoqué un gros malaise, mais c'est important, c'est pour ça qu'on l'a signalé à la direction. Au sein des équipes qui travaillent, il y a une incompréhension. On nous demande de nous différencier de CNews, et c'est notre PDG qui porte ce message-là, et on fait des choix éditoriaux où parfois on ne fait plus trop la distinction sur certaines émissions. Donc c'est incompréhensible et c'est très mal vécu par les équipes. Donc on l'a signalé auprès de la direction qui ne nous entend pas. Mais c'est quoi votre analyse à vous? Votre analyse, c'est quoi? Est-ce qu'ils veulent aller vers CNews? Parce que, mettons de côté les grandes déclarations d'intention. Vous êtes un journaliste, vous êtes un observateur, vous êtes en plus dans le cœur du réacteur. À un moment, vous pouvez aussi dire, en fait, là, visiblement, ils veulent aller vers là-bas. Il y a un choix qu'on critique, ouais, clairement. C'est le fait de donner de plus en plus de place au débat d'opinion, à ce qu'on appelle le talk sur les chaînes d'information, donc le parler en anglais, la discussion, au détriment du reportage, du décryptage, du fact-checking, donc la vérification des informations, qui était la promesse d'origine de France Info. Et ce qui est fait, ça continue à être fait, mais c'est fait marginalement. Aujourd'hui, on a l'impression que France Info est de moins en moins une chaîne d'information et finalement laisse de plus en plus de place à la discussion, un peu type café du commerce, comme disait Younes, pas toujours de très bonne qualité, là je donne mon avis, et en tout cas ça provoque le trouble chez les journalistes parce qu'une chaîne d'info de service public ne devrait pas aller dans cette direction-là. C'est certain que... Effectivement, CNews, France Info... France Info, non, mais France Info, effectivement, a pu à un moment donné bénéficier du rapprochement, enfin de la reconfiguration de la grille TNT, donc s'est rapproché un peu de ses concurrents. Et donc à ce moment-là, c'est ce qu'avait promis Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, c'était l'occasion de faire un nouveau départ. Vous voulez dire avec la numérotation, c'est ça? La numérotation, ouais. De lancer, d'avoir un nouveau départ, de remettre un peu des moyens dans France Info qui en était quand même globalement privé jusque-là, et de remettre les moyens pour faire une vraie chaîne d'info. Et la direction que ça prend, en fait, c'est pas vraiment faire une chaîne d'info, c'est faire ce que font les concurrents. Mais pourquoi? Parce que, aussi, je pense qu'il y a un manque de créativité. Un manque de créativité. Je pense que, voilà, l'idée, c'est de dire comment on concurrence les autres, on fait la même chose qu'eux.
C'est ça aujourd'hui, et c'est vrai aussi des autres émissions qui ont été lancées récemment. Il n'y a pas vraiment d'idée. Je veux dire, France Télévisions ne lance pas grand-chose de nouveau, quoi, du neuf. Je pose la question parce que souvent, on entend aussi une petite musique qui consiste à dire, lorsque France Télévisions est globalement interrogée sur ces questions-là, c'est qu'il faut parler à tout le monde. Il faut parler à tous les Français. C'est un peu l'élément de langage qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, parler à tous les Français, quand on les interroge, notamment sur ce genre de talk, comme vous dites, qui est, pour le coup, très éditorialisé, très à droite. Alors, si je peux juste répondre, on a une obligation qui est dans notre cahier des charges, qui est rappelée à plusieurs reprises, c'est que France Télévisions et l'audiovisuel public a l'obligation de diffuser l'ensemble des courants de pensée et d'opinion en France. Et c'est tout à fait normal, et on en est très fiers, absolument. Et on en est très, très fiers. En revanche, le pluralisme, c'est pas ouvrir le robinet avec n'importe quel discours complotiste, climato-sceptique. Ça c'est pas du journalisme, ça. Le journalisme, c'est tout ce que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est justement de mettre en perspective, d'apporter la contradiction, de vérifier les faits, de croiser les sources, etc. Et donc là, à mon sens, il y a un peu une confusion entre le rôle d'une chaîne d'information de service public et ce qui peut marcher à l'extérieur, c'est-à-dire le talk, le débat. On voit bien que CNews s'est développé sur ce modèle-là. Et donc, comme à France Info, on est un peu en retard sur les audiences, qu'en plus on n'a pas beaucoup d'argent, parce que ça c'est tellement dommage, mais France Info c'est une chaîne qui est sous-financée, qui donc n'a pas beaucoup de moyens, et on se met un peu dans la roue de ce qui marche sur le privé, donc on essaye des trucs, ce qui pour nous ne va pas du tout dans le bon sens, on devrait faire à la limite quasiment totalement l'inverse. Oui, se met dans la roue, mais se met dans la roue aussi avec une orientation idéologique. Là, on n'est pas face à un talk entre deux gauchistes qui se parlent, et qui, voilà, c'est pas ça le choix qui a été fait. Juste pour dire, effectivement, en fait, on disait tout à l'heure aussi que pendant 4 ans, Delphine Ernotte, la présidence de France Télévisions, n'a rien fait face aux attaques de l'extrême droite. En réalité, si, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont... en fait, ils ont intégré ces critiques, ils en ont tenu compte, à tel point qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, en fait, pour échapper à ces critiques, il faut qu'on ressemble à la société française. Et si la société française se droitise, en tout cas, c'est les enseignements qu'on est censé tirer des élections et des records dans les urnes du Rassemblement national, on doit se droitiser avec, on doit en tout cas donner une part substantielle et importante à la droite et à l'extrême droite. Et en fait, c'est le résultat de cette logique qu'on observe aujourd'hui à France Info, mais même encore récemment, il y avait qu'à regarder l'émission qui a été diffusée cette semaine pour les 120 ans de la loi sur la séparation des églises et de l'État, où en fait, on fait une émission sur la laïcité, où il y a, encore une fois, il y a qu'un son de cloche qui résonne, c'est celui d'une tendance un peu printemps républicain qui exploite la laïcité, non pas au sens où elle a été définie, mais pour en fait faire la chasse aux musulmans Et on l'a vu aussi sur d'autres thèmes. Moi, j'ai en tête une émission sur l'immigration juste avant le vote de la loi à l'Assemblée nationale, qui était une émission, franchement, qui empruntait beaucoup et à l'iconographie, au discours de la droite et de l'extrême droite. Justement, j'aimerais entendre, et Loris Guémard est venu nous rejoindre sur le plateau. Salut Loris. Bonjour. Tu nous parlais tout à l'heure, enfin vous nous parliez tout à l'heure, Antoine, de la question du pluralisme, en nous disant qu'à France Info, il y a plus de pluralisme qu'ailleurs. C'est ce qu'on a voulu vérifier, notamment sur une émission, entre guillemets, un peu emblématique à France Info, qui est l'émission Les Informés, qui existe donc le matin et le soir. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que, du coup, en termes de pluralisme, le public fait mieux que le privé ? Alors, il y a une grande différence par rapport aux chaînes privées, notamment, je ne vais pas prendre pour exemple CNews, mais BFM TV, dont j'avais recensé les journalistes qui étaient invités sur les plateaux en octobre dernier. Là, je l'ai fait pour Les Informés depuis septembre 2025, pour voir un trimestre. Ça réunit à 20h le soir environ 400 000 personnes sur la télé et la radio, et un peu plus du double le matin. Et le soir, on y trouve des médias de gauche, ce qui n'était pas le cas sur BFM TV. Il n'y a pas de médias d'extrême droite, ce qui était beaucoup le cas chez BFM TV. Et c'est aussi une évolution importante par rapport à la version des Informés qui était animée par Jean-François Aquili jusqu'en 2023, émission qui avait été analysée par Acrimed en 2019, puisque désormais, au-delà d'un plus grand pluralisme médiatique, il y a aussi plus de sondeurs, de consultants, de représentants de think tanks. On ne trouve plus quasiment que des journalistes en plateau. Par contre, et c'était déjà un reproche d'Acrimed, il y a toujours aussi peu d'experts issus du terrain, que ce soit des responsables associatifs, syndicaux ou les universitaires qui sont présents, mais de manière très mineure. Ouais. Et donc le matin, là où les Informés font le plus d'audience, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, 2 fois plus d'audience à peu près. Et là, on retrouve un schéma qui est plus proche des chaînes privées, avec très peu de médias de gauche. D'abord, des médias, notamment de presse écrite, qui sont plus facilement identifiables politiquement, qui sont classables à droite. Quasiment pas. Quasiment pas. Quasiment pas. Pour les 2 émissions, on peut faire 3 grands constats communs. Alors, le premier, comme sur toutes les émissions de talk de toutes les chaînes, il y a d'abord des hommes sur les plateaux. Comme ça, ici. c'est très net, comme ici aujourd'hui. On remarque aussi qu'il y a assez peu de journalistes de terrain, que ce soit les rubricaires qui couvrent un domaine spécifique ou les grands reporters qui fonctionnent plus en électron libre. En réalité, les informés sont en majorité des directeurs de rédaction, des rédacteurs en chef, des chefs de service, ou alors des éditorialistes, des chroniqueurs et des présentateurs d'émissions. Vous en parliez tout à l'heure, Antoine Chusville, c'est-à-dire assez peu de gens qui font l'info, en fait, qui vont la chercher et qui sont peut-être le plus au courant. Et il y a un dernier grand constat, c'est la prédominance des journalistes ou des chefs de services politiques. Et ce sont d'abord eux et elles, en réalité, qui analysent l'actualité jour après jour, plutôt que les services société, environnement ou économique et social des différents médias invités ou de France Info et de Radio France qui sont présents en majorité sur les plateaux. Voilà, donc le public ne fait pas forcément mieux que le privé, alors même que le cahier des charges est celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et ce qui est très intéressant dans ce travail de recensement que vient de dévoiler Loris, c'est la prédominance d'un certain type de journalistes, en fait. Donc, plutôt des journalistes, des dirigeants ou des éditorialistes. Et là, en quelques mots, je voudrais dire que c'est un grand problème de ces émissions-là aussi, des émissions où on va commenter, analyser l'actualité, c'est que c'est réservé à une petite partie du champ journalistique et qui, sociologiquement, ne ressemble pas à l'ensemble des rédactions. L'ensemble des rédactions, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la composition des rédactions en France, qui est très loin d'être parfaite, qui ne reflète pas la diversité de la société française, mais il y a eu des efforts faits, on va dire, depuis 10-20 ans. C'est beaucoup moins vrai dans ce que j'appellerais les chefferies médiatiques, donc chez les directeurs, chez les éditorialistes. Donc en fait, on réduit à une petite partie de la société française, assez homogène, le droit de commenter, d'analyser, d'éditorialiser l'actualité. Et ça, c'est un vrai problème qui, à mon avis, notamment à France Télé ou à Radio France ou dans les autres sociétés de l'audiovisuel public, devrait être objectivé. Et c'est un travail compliqué, mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse ce travail sociologique en interne pour voir si finalement, on reflète bien la diversité des rédacs. Vous avez déjà été invité par les informés, Younes Abzouz? Moi non plus. Moi non plus. Je précise que depuis la rentrée, Mathieu Sucre de Mediapart a été invité une fois, ainsi que Sofiane Fanen des Jours. Des Jours, waouh. Voilà, ce sont les 2 médias indépendants présents sur le plateau. On va leur envoyer des félicitations. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce décryptage sur la question hautement sensible ces derniers temps de l'audiovisuel public. On continuera évidemment à vous lire, Younes Abzouz, dans les colonnes de Mediapart, à vous regarder aussi, puisque vous êtes journaliste à France Télévisions, et à continuer à lire assidûment les communiqués cinglants du SNJ. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur Image. Merci Loris.